Bon, sans transition, on va passer à une autre maladie tropicale dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient de Chine, le Covid-19, et plus particulièrement cette encéphalopathie, le SARS-CoV-2 Related Encephalopathie, que l'on a intitulé le SACRE, et on va partager avec vous aujourd'hui l'expérience genevoise de cette encéphalopathie. Donc afin de mettre en perspective cette encéphalopathie avec ce que l'on sait du SARS-CoV-2 et des liens avec le système nerveux central, vous savez que le SARS-CoV-2 adore le système nerveux, et particulièrement le système nerveux central. Donc à part cette encéphalopathie, on observe une prévalence augmentée d'accidents vasculaires cérébraux. On observe également des atteintes périphériques que je ne développerai pas aujourd'hui et qui seront le sujet du colloque de vendredi du professeur Kaiser à 11h. Le SACRE, qu'est-ce que c'est? Donc on a découvert le SACRE lors de la première vague chez des patients avec des Covid sévères qui étaient hospitalisés aux soins intensifs après un ARDS. Au moment de la levée de la sédation, on s'apercevait que ces patients ne se réveillaient pas, ils restaient comateux. Très vite, on a fait le lien entre ces patients et des patients qui étaient hospitalisés dans les soins intermédiaires ou dans les unités conventionnelles de médecine interne qui présentaient des états confusionnels. On a pensé qu'en fait, c'était le spectre d'une même maladie, d'une même encéphalopathie. Le point commun de ces patients, c'est qu'ils présentent quasiment tous des Covid sévères, c'est que l'examen neurologique peut être normal ou avec des signes neurologiques focaux, et enfin, qu'il n'y a pas d'autre explication pour expliquer la symptomatologie de l'encéphalopathie. Au niveau de l'imagerie cérébrale, nos collègues de neuroradiologie ont développé des séquences spécifiques permettant de voir les vaisseaux et l'inflammation des vaisseaux. Et on a rapporté, comme chez ce patient, une inflammation vasculaire des vaisseaux de la base, particulièrement de la circulation postérieure, ici c'est le tronc basilaire, chez près de 85% des patients avec SACRE, donc la majorité. Au niveau biologique, le liquide céphalorachidien rapportait une absence de cellularité, donc des cellules normales chez la quasi-totalité des patients, avec des indices faisant suggérer une rupture de la barrière hémato-encéphalique à la faveur d'une augmentation de l'index albumine. Très vite, on suspecte un mécanisme inflammatoire à cette encéphalopathie. Et là, vous voyez devant vous en fait une comparaison entre les patients qui ont eu ou qui n'ont pas eu d'inflammation au niveau des vaisseaux de la base. Donc, vous voyez que les valeurs de CRP étaient nettement augmentées chez les patients qui avaient eu des signes d'inflammation à l'imagerie. Au niveau neuropathologique, c'est des travaux espagnols. Vous voyez ici à gauche un vaisseau, une inflammation de l'endothélium et en périphérie un œdème. À côté, ici, vous voyez également cet œdème qui est augmenté avec ici un vaisseau qui est occlus, vecteur donc d'un accident vasculaire cérébral. À part cette prise de contraste des vaisseaux, qu'est-ce qu'on a observé comme anomalie? Ça, c'est un travail qui a été réalisé avec l'équipe de neuroradiologie de Karl Löfblad. On a rapporté chez un patient sur 5 des accidents vasculaires cérébraux. Ces accidents vasculaires cérébraux étaient typiquement de petite taille et multiples. Ils intéressaient particulièrement les territoires frontières, comme chez ce patient. Aussi, de façon inattendue, on a rapporté un nombre anormalement élevé de microsaignements. Près de 2/3 des patients présentaient ce que vous voyez là, donc ces petits points noirs, c'est des séquences de susceptibilité magnétique. Ces petits points noirs représentent des microsaignements qu'on voit habituellement chez des patients avec des angiopathies amyloïdes ou chez des patients avec des hypertensions artérielles mal contrôlées. Plus intéressant, c'est un travail qui a été réalisé, qui est en cours de réalisation par une étudiante en médecine de master, Alexandra Rally, qui a repris toutes les IRM des patients SACRE de la première vague et qui a regardé les anomalies de diffusion. Ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une corrélation entre une augmentation de la diffusion, qui est le témoignage d'une inflammation, et la valeur de CRP sanguine. Donc on a une corrélation entre inflammation systémique, CRP, et inflammation cérébrale, ADC, au niveau d'une région très intéressante qui est la corona radiata. La corona radiata, c'est une région qui est dans le lobe frontal, et ce n'est pas anodin puisqu'en fait ces patients se présentent avec un syndrome confusionnel, avec des troubles sous-cortico-frontaux. De façon intéressante, cette association entre inflammation cérébrale et inflammation systémique reste significative quand on ajuste pour la sévérité de l'inflammation du vaisseau. Alors, l'idée était de mieux phénotyper ces patients avec encéphalopathie. Donc l'équipe de neuropsychologie a mis en place une batterie d'évaluation au lit du patient, chez les patients évaluables, bien sûr les patients qui n'étaient pas comateux, aux soins intensifs, aux soins intermédiaires et dans des unités conventionnelles sur tablette, de façon à évaluer les différentes fonctions cognitives de ces patients.
Ils ont également inclus dans leur évaluation des échelles évaluant la fatigue, la douleur, l'essoufflement, la tristesse et l'anxiété. Les résultats des 21 premiers patients qui ont pu être évalués dans le cadre de ce protocole d'évaluation standardisé montrent de façon non surprenante une atteinte quasiment chez tous nos patients des fonctions exécutives et de l'attention. De façon plus intéressante, on observe une atteinte des fonctions instrumentales et du langage, ainsi que de la mémoire épisodique. Comment interpréter ces atteintes qui dépassent le cadre de l'atteinte exécutive et attentionnelle qui était attendue? La première interprétation est que, rappelez-vous, un patient sur 5 présentait des accidents vasculaires cérébraux, que les fonctions exécutives peuvent contaminer les autres fonctions cognitives, et enfin, on sait bien que l'état confusionnel peut faire des signes focaux. Alors vous avez bien compris que tout l'enjeu de cette évaluation, de ce suivi, de ce bilan, est de faire le diagnostic. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, mené par Patrick Stankou, qui a repris les 97 patients qui ont été évalués dans la première et deuxième vague. Et vous voyez qu'en stratifiant entre patients de moins et de plus de 65 ans, la majorité des patients, 80% dans le groupe de moins de 65 ans et près de 60% dans le groupe de plus de 60 ans, présentaient un sacre. Les autres diagnostics différentiels sont les diagnostics différentiels classiques d'état confusionnel. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, l'idée était de proposer un traitement. Donc l'expérience nous a montré dans la première vague du succès d'un traitement à haute dose de stéroïdes, du Solu-Medrol. Donc on a développé un algorithme qu'on a adapté dans la deuxième vague qui est basé initialement sur une évaluation neurologique et neuropsychologique détaillée, puis un bilan complémentaire visant à exclure des diagnostics alternatifs. Ensuite, on stratifie la sévérité du sacre, la sévérité de l'encéphalopathie, et si l'on retrouve à l'IRM cérébral cette anomalie, cette prise de contraste, on propose un traitement de Solu-Medrol IV, 500 mg pendant 5 jours, avec un relais Péros à 1 mg/kg. Donc vous avez compris l'hypothèse physiopathologique. Donc cette inflammation proximale au niveau des gros vaisseaux se traduit au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Il reste des questions. Est-ce que c'est dû à une atteinte directe du virus qui va ouvrir cette barrière hémato-encéphalique, ou bien est-ce que c'est secondaire à l'orage cytokinique qui va mener d'une part à une encéphalopathie, le sacre, et d'autre part, ça c'est une réflexion qu'on a eue récemment dans l'équipe NeuroCovid, on a observé quelques patients qui n'avaient pas d'état confusionnel, qui n'avaient pas d'encéphalopathie, et qui avaient cette anomalie vasculaire et des accidents vasculaires cérébraux. Donc en conclusion, toute encéphalopathie, donc coma, état confusionnel chez un patient Covid-19 n'est pas forcément un sacre. Vous avez vu qu'il y a des diagnostics différentiels. Et que toute prise de contraste vasculaire chez un patient Covid-19 n'est pas forcément la signature d'une encéphalopathie. Plusieurs questions restent ouvertes. Quel est le rôle direct du virus dans cette encéphalopathie? Existe-t-il différentes formes d'encéphalopathie, des formes plutôt inflammatoires versus retardées immunes? Quels sont les facteurs de risque pour développer cette encéphalopathie? On a vu que ça intéresse essentiellement des patients avec Covid sévère. Y a-t-il d'autres facteurs de risque, d'autres facteurs de vulnérabilité? Les stéroïdes, quand commencer? Est-ce qu'il faut aussi les proposer pour des formes légères? Et enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi les proposer à des patients avec des accidents vasculaires cérébraux isolés, chez qui on a mis en évidence cette anomalie vasculaire sans autre cause? Enfin, quelles sont les conséquences neurologiques et neuropsychologiques à long terme? Ce point sera abordé par Julie Perron et Frédéric Assal dans le cadre d'un projet Covid-COG, financé par le Fonds national, qui vise à phénotyper les patients avec Covid à 6 mois et à 12 mois après leur infection. Donc vous avez compris que ce travail est le fruit d'une collaboration qui a intéressé de façon particulièrement importante quelques internes de notre service qui se sont passionnés pour cette encéphalopathie. L'équipe de neuropsychologie qui s'est mobilisée dès la première vague pour développer une évaluation standardisée. Mes collègues Frédéric Assal et Patrice, avec qui on a des réflexions, notamment sur l'acronyme à donner pour cette encéphalopathie. L'équipe de neuroradiologie qui a mis à disposition une IRM dédiée aux patients avec cette encéphalopathie. Évidemment, nos collègues du SMIG et des soins intensifs, avec qui on a une réflexion étroite et qui nous signalent ces patients encéphalopathes. La pneumologie, qui m'a appris, Dan Adler, Jean-Paul Jensen, que le poumon n'était rien d'autre que la terminaison nerveuse du cerveau. Mes collègues infectiologues, Manu Schibler, la médecine de laboratoire et la gériatrie. Enfin, je voulais remercier le campus biotech, Alexandra Griffa, pour cette mise à disposition pour analyser ces images de diffusion. Enfin, on partage ces réflexions avec nos collègues de la Salpêtrière
et de Grenoble. Dernière chose, j'aimerais vous rendre attentif à un symposium qu'on tiendra la semaine prochaine dans cet auditoire. Vous pouvez encore vous inscrire par Zoom. Ce sera l'occasion de débattre avec nos collègues lausannois des différentes complications neurologiques du Covid sous forme de controverses qui seront animées par les acteurs qui se sont intéressés à ces questions. Voilà, merci pour votre attention.